Le poulet était encore tiède quand j'ai trouvé le mot. De la vapeur s'élevait de la carcasse à moitié découpée sur la planche. Le couteau abandonné en plein milieu d'une coupe. La purée de pommes de terre était figée dans la casserole. Les haricots verts baignaient dans de l'eau tiède. Notre dîner d'anniversaire, préparé pour deux, n'avait été mangé par personne. L'écriture était celle de Loreley. Son écriture, une cursive dramatique et élégante, semblait plus à sa place sur un faire-part de mariage que sur un mot d'adieu. Je prends l'air. Pas de panique. J'ai juste besoin de respirer. Je reviens bientôt. Je t'aime. Je suis resté dans notre cuisine pendant 20 minutes, tenant ce bout de papier, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge murale. La maison semblait différente, vide d'une manière qui allait plus loin que l'absence d'une seule personne. Mon téléphone a vibré. Message de Loreley. Bien arrivé à Santa Fe. Je suis au Desert Wind, chambre 237. J'ai juste besoin de quelques jours pour réfléchir. J'ai fixé le message. Santa Fe était à près de 1300 km. Quand était-elle même partie? J'avais été au dépôt d'emballage jusqu'à 18 h, comme tous les jours depuis 3 ans. Elle m'avait embrassé ce matin-là. Elle m'avait dit qu'elle préparait mon dîner préféré. Le mensonge pesait lourd sur ma poitrine. J'ai appelé son numéro et suis tombé directement sur sa messagerie, sa voix claire et joyeuse. « Salut, vous avez joint Loreley. Laissez-moi un message et je vous rappellerai bientôt. »« C'est moi », ai-je dit après le bip. « Rappelle-moi. Il faut qu'on parle. » J'ai réessayé 1 heure plus tard, puis à 22 h et à minuit, à chaque fois sur sa messagerie. Au matin, j'avais appelé 12 fois. Au travail, Aaron a remarqué que mes mains tremblaient alors que je réparais une pompe hydraulique. « Tu as une sale mine, hic, dit-il en posant son café. Qu'est-ce qui se passe? Aaron Lutz travaillait au dépôt depuis plus longtemps que quiconque. Il avait été marié 2 fois et c'était la seule personne que j'ai jamais rencontrée capable de tracer le GPS d'un téléphone depuis son ordinateur portable pendant la pause déjeuner. Si quelqu'un pouvait comprendre, c'était lui. Loreley est partie, ai-je dit. Elle est juste partie. Elle a laissé un mot disant qu'elle avait besoin d'espace. Les femmes font ça parfois, dit Aaron, bien que son expression suggérât qu'il n'était pas convaincu. Depuis combien de temps est-elle partie? Hier, elle dit qu'elle est à Santa Fe. Santa Fe? Aaron leva un sourcil. Ce n'est pas vraiment une destination pour un week-end. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré son message. Aaron l'a lu 2 fois. Numéro de chambre, dit-il. C'est précis. Presque comme si elle voulait que tu la trouves. Ou elle dit la vérité et a juste besoin d'espace. Aaron a ri, mais ce n'était pas un rire amical. Hic, j'ai été marié. Quand une femme a besoin d'espace, elle va chez sa sœur. Elle ne conduit pas 1300 km pour s'enregistrer dans un hôtel et arrêter de répondre à son téléphone. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Vérifie ses réseaux sociaux, dit Aaron. Les femmes ne peuvent pas s'en empêcher. Elles postent tout. Je n'avais jamais été un adepte de Facebook ou Instagram, mais Loreley vivait là-dessus. Son téléphone était toujours à la main, capturant des moments, publiant des mises à jour, commentant les photos de ses amis. Cette nuit-là, je me suis connecté à son Instagram depuis notre ordinateur partagé. Elle avait posté 3 photos au cours des dernières 24 heures. La première montrait le hall du Desert Wind. Nouvelle aventure, disait la légende. Parfois, il faut juste suivre son cœur. La deuxième était un selfie d'elle dans un restaurant, souriant largement, une margarita à la main. Je vis ma meilleure vie. La troisième m'a retourné l'estomac. C'était Loreley dans ce qui ressemblait à un bar, le bras autour d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Grand, cheveux foncés, portant une veste en cuir. Il la regardait comme s'il s'apprêtait à la dévorer, et elle lui rendait le regard de la même manière. La légende disait, rencontre de personnes incroyables. La vie est pleine de surprises. L'homme était tagué Travis Rook 87. J'ai cliqué sur son profil. Travis Rook, 29 ans, basé à Fort Union, notre ville. Sa bio disait, vis vite, meurs libre, et ses photos le montraient dans divers bars, clubs et rassemblements de motards. Dans plusieurs d'entre elles, il était avec différentes femmes, toujours avec ce même sourire carnassier.
Mais la photo la plus récente m'a coupé le souffle. Elle datait d'il y a 3 semaines. Travis au Murphy's Bar, l'endroit où Lorelai et ses collègues allaient pour l'happy hour tous les vendredis. En arrière-plan, à peine visible, se trouvait Lorelai. Elle riait de quelque chose. Sa main posée sur le bras d'un homme dont le visage était coupé par le cadre. J'ai fait défiler d'autres de ces photos. Là, une autre d'il y a 2 semaines. Même bar, nuit différente. Lorelai était plus visible cette fois-ci, assise à une table avec ses amis du travail. Travis était au bar, mais ses yeux étaient rivés sur elle. Mes mains tremblaient de nouveau. J'ai passé les 3 heures suivantes à parcourir leurs 2 profils, recoupant les dates et les lieux. Le schéma est devenu clair. Travis l'observait depuis des semaines, commentant les photos de ses amis, aimant ses publications, et elle lui répondait par des messages privés. Je ne pouvais pas les voir, mais la chronologie était évidente. Il lui faisait la cour, et elle le laissait faire. Mon téléphone a vibré. Message d'un numéro inconnu. 45 000 $, pas de flic, 24 heures. J'ai fixé le message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Puis je l'ai relu encore et encore. Mes mains tremblaient en prenant une capture d'écran. Sans réfléchir, j'ai composé le numéro d'Aaron. Dès qu'il a décroché, j'ai dit, quelqu'un a Lorelai. Ils veulent 45 000. Jésus-Christ, a-t-il marmonné, la voix tendue par l'alarme. Tu as appelé la police? Pas encore, ai-je répondu, les yeux toujours fixés sur le message. Le message disait pas de flic. Mais tu dois les appeler. C'est un enlèvement. Et s'il lui faisait du mal? Ma voix s'est brisée malgré moi. Il y a eu un silence à l'autre bout, juste le léger son de la respiration d'Aaron. Puis il a dit, où es-tu en ce moment? À la maison. J'arrive, dit-il fermement. Ne fais rien avant que j'arrive. Pendant que j'attendais, j'ai fixé cette photo de Lorelai et Travis. La façon dont elle le regardait, la façon dont son corps était tourné vers le sien, la façon dont sa main reposait sur son bras. Ce n'était pas un enlèvement. C'était tout autre chose. Aaron est arrivé avec son sac d'ordinateur portable et un thermos de café dont l'odeur aurait pu décaper la peinture. Montre-moi tout, dit-il. Je lui ai raconté la chronologie, le départ soudain, l'hôtel à Santa Fe, les photos Instagram, le profil de Travis, le message de rançon. Aaron a étudié chaque image, prenant des notes sur un petit carnet. Ce type, Travis, dit-il. Tu as remarqué quelque chose sur ses publications récentes? Je n'avais pas regardé au-delà des photos de lui avec Lorelai. Aaron a fait défiler le fil de Travis. Regarde ça, dit-il en désignant une photo d'il y a 4 jours. Il est dans un bar à Santa Fe. Le même bar qui est en arrière-plan d'une des photos de Lorelai. Donc il ne l'a pas rencontré à Santa Fe par accident. Il était déjà là, l'attendait. Le café s'est transformé en acide dans mon estomac. Aaron a continué à faire défiler. Et regarde ça. Une autre photo prise hier. Travis dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel, mais pas le Desert Wind. La literie était différente, moins chère. La légende disait, parfois, il faut prendre ce qu'on veut. Il n'est pas dans le même hôtel, ai-je dit. Non. Ce qui signifie soit qu'elle est partie avec lui volontairement, soit il l'a emmené ailleurs. Aaron me regarda attentivement. Je dois te demander, comment était votre mariage? Portable sur la table basse. Voir où elle est vraiment, puis nous déciderons. Ses doigts volèrent sur le clavier. En quelques minutes, il avait affiché une carte. 2 points clignotants marquaient des coordonnées GPS. Un pour le téléphone de Lorelai, un pour celui de Travis. Ils ne sont plus à Santa Fe, dit Aaron. Ils sont à environ 2 heures à l'est d'ici, au milieu de nulle part. Je me suis penché, étudiant la carte. Les points n'avaient pas bougé depuis des heures. Ce n'est pas un hôtel, ai-je murmuré. Non, il secoua la tête. Ce n'est pas ça. Aaron a zoomé sur la vue satellite. Les coordonnées montraient un groupe de bâtiments entourés de terres agricoles. Une vieille ferme isolée, à ce qu'il semblait. On pourrait appeler la police maintenant, dit Aaron. Leur montrer les preuves. J'y ai réfléchi. Police signifiait rapport, enquête, avocat. Cela signifiait faire confiance au système pour gérer quelque chose qui semblait profondément personnel. Ou,
ai-je dit, ou nous allons chercher nous-mêmes. Je n'avais jamais été un homme violent, jamais eu de vraie bagarre, jamais possédé d'outils, jamais même élevé la voix de colère. Mais assis dans ma cuisine, regardant des photos de ma femme avec un autre homme et lisant des demandes de rançon depuis son compte Venmo, j'ai senti quelque chose de froid et de tranchant prendre racine dans ma poitrine. De quoi aurions-nous besoin, ai-je demandé. Aaron est resté silencieux un instant. Puis il a fermé son ordinateur portable. Des outils, une corde, une trousse de premier secours, et une compréhension très claire de ce que nous pourrions trouver une fois là-bas. Ce qui signifie que ta femme pourrait ne pas vouloir être secourue. Nous sommes allés aux coordonnées dans le pick-up d'Aaron. Ce fut un trajet de 40 minutes à travers des terres agricoles de plus en plus désertes, passant devant des boîtes aux lettres rouillées et des granges en ruines. La ferme isolée était exactement ce que les images satellites avaient montré. Une maison principale, une dépendance plus petite et une grange, le tout entouré de champs envahis par la végétation. 2 voitures étaient garées dans l'allée de gravier, une Honda Civic rouge et une Chevrolet Camaro noire. C'est la voiture de Lorelai, ai-je dit en désignant la Honda. Aaron s'est arrêté à environ 400 mètres, derrière un bosquet d'arbres. Signaux de téléphone, a-t-il demandé en vérifiant son ordinateur portable. Les 2 téléphones sont dans la maison principale. Ils y sont depuis 6 heures. Nous sommes restés silencieux, observant les bâtiments. Aucun mouvement, aucune lumière, sauf une lueur faible provenant d'une fenêtre. Quel est le plan, ai-je demandé. On s'approche, on voit ce qui se passe réellement, puis on décide. Aaron a sorti un sac de sport de derrière son siège. À l'intérieur se trouvaient des serre-câbles, un tasé, un pied de biche et une trousse de premier secours. Où as-tu eu tout ça? Mon 2e divorce, dit-il d'un air sombre. Le petit ami de mon ex-femme se croyait coriace. Il s'est avéré que non. Nous nous sommes approchés de la maison par l'arrière, nous déplaçant lentement à travers les hautes herbes. La fenêtre éclairée appartenait à ce qui semblait être une cuisine. Je pouvais voir des silhouettes bouger à l'intérieur. 2 personnes assises à une table. Aaron m'a tendu une petite paire de jumelles. À travers les lentilles, j'ai vu Lorelai. Elle était assise en face de Travis et il parlait, ne se débattait pas, n'était pas attaché, il parlait, riait. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose de décolleté et de rouge. Ses cheveux étaient coiffés différemment, plus glamour qu'elle ne les portait jamais à la maison. Elle semblait heureuse. Travis a tendu la main à travers la table et lui a pris la main. Elle ne s'est pas retirée. Eh bien, a chuchoté Aaron. Je lui ai tendu les jumelles sans parler. Il a regardé longuement, puis les a abaissées. Je suis désolé, hic. Continue de regarder, ai-je dit. À travers les jumelles, j'ai vu Travis se lever de table. Il a marché jusqu'à une fenêtre et a regardé dehors, non pas vers nous, mais vers la route, comme s'il attendait quelqu'un. Quand il est revenu à table, son comportement avait changé. Il n'était plus le charmant compagnon. Il était agité, gesticulant brusquement. L'expression de Lorelai a également changé, passant de joyeuse à inquiète, puis à effrayée. Travis a attrapé son poignet. Elle a essayé de se dégager, mais il l'a tenu fermement. Il a dit quelque chose qui l'a fait tressaillir. Puis il a pris son téléphone et a commencé à taper. Mon téléphone a vibré. Un autre message du numéro inconnu. Le temps est écoulé. Payez maintenant ou elle disparaît pour toujours. Maintenant, c'est réel, dit Aaron. J'ai regardé depuis la voiture alors que Travis tournait son téléphone vers Lorelai. Elle a fixé l'écran un long moment, puis a commencé à pleurer. Il s'est penché, a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre, et elle a hoché la tête frénétiquement, essuyant ses joues. Il l'utilise pour donner l'impression que c'est légitime, ai-je dit, la mâchoire serrée. Aaron a bougé à côté de moi sur le siège passager, les yeux toujours rivés sur la scène. Qu'est-ce que tu veux faire? Mon esprit a parcouru les dernières 24 heures, le dîner qu'elle a annulé, les réponses évasives, les publications Instagram soigneusement sélectionnées, le message de rançon demandant 45 000 $. Je me suis souvenu de Lorelai se pomponnant juste pour aller au bar de Murphy, prétendant que c'était juste un happy hour avec ses collègues. Je me suis souvenu comment elle a à peine levé les yeux de son téléphone le jour de notre anniversaire, et j'ai pensé à son choix, de partir avec Travis en premier lieu. Je veux entrer là-dedans, ai-je dit doucement. Aaron s'est tourné pour me regarder. Les deux? Tous les deux?
Il a fait un seul signe de tête sec. Porte d'entrée ou arrière? Arrière, ai-je dit. Porte de la cuisine. Nous nous sommes déplacés vers l'arrière de la maison. La porte de la cuisine était vieille avec une serrure simple caron à ouverte avec une carte de crédit. Nous nous sommes glissés silencieusement à l'intérieur. Je pouvais entendre des voix venant de la pièce de devant. L'ourlet suppliant, Travis lui disant de se taire. Aaron m'a tapé sur l'épaule et a montré une porte. Nous nous sommes rapprochés en rampant. Je te l'avais dit que ça marcherait, disait Travis. Le mari pense que tu es enlevé. Il paie l'argent. Nous disparaissons. Simple. Mais s'il ne paie pas? La voix de l'ourlet était tremblante. Alors nous ferons en sorte que ça ait l'air réel. On te malmènera un peu. On lui enverra des photos. Il paiera. Tu avais dit que tu ne me ferais pas de mal. Travis a ri. Bébé, j'ai dit beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que je les pensais. Je suis entré dans l'embrasure de la porte. Bonjour, l'ourlet. Elle s'est retournée, le visage devenant blanc. Travis a sauté de sa chaise, la faisant tomber. Qui diable? Je suis Isaac Burr, ai-je dit calmement. Le mari de l'ourlet. Travis a regardé alternativement entre moi et l'ourlet, son expression passant de la surprise au calcul. Eh bien, dit-il, le mari se présente pour payer la rançon en personne. Comme c'est romantique. Il n'y a pas de rançon, ai-je dit. Parce qu'il n'y a pas d'enlèvement. Isaac, commença l'ourlet, mais j'ai levé la main. J'ai vu les photos Instagram, lui ai-je dit. J'ai tracé son profil. Je sais que vous vous parlez depuis des semaines. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson. Tout ça, ai-je continué, le voyage soudain, la chambre d'hôtel, la demande de rançon. C'était planifié. Tu voulais sortir de notre mariage et tu voulais que je paie pour ta nouvelle vie. Ce n'est pas. Je n'ai pas. Tais-toi, lui dit Travis. Puis à moi, ça n'a pas d'importance ce que tu sais. Tu es là. Elle est là. Et tu vas transférer cet argent où les choses vont mal tourner. Aaron est sorti des ombres derrière lui. Non, elles ne le feront pas, Travis s'est retourné, a vu le tasé dans la main d'Aaron, et son visage est devenu pâle. Asseyez-vous, dit Aaron agréablement. Vous deux. Ils se sont assis. J'ai regardé l'ourlet. Je l'ai vraiment regardé. Le maquillage, la nouvelle robe, les cheveux coiffés. Elle s'était préparée pour ça comme si elle allait à une fête. Depuis quand, ai-je demandé. Isaac, s'il te plaît. Depuis quand planifiez-vous ça? Elle pleurait maintenant, mais c'était des larmes de colère, pas de regret. Tu ne comprends pas. Tu travailles tout le temps. Tu ne me parles jamais. Tu ne m'emmènes jamais nulle part. Depuis quand? 2 mois, a-t-elle chuchoté. 2 mois. C'est le temps qu'ils avaient passé à le planifier. Notre anniversaire avait eu lieu il y a 6 semaines. Pendant que je réservais le restaurant, lui achetais des fleurs, écrivais une carte lui disant à quel point je l'aimais. Elle préparait déjà secrètement ses valises. La rançon était l'idée de Travis, a laissé échapper l'ourlet, sa voix tremblante. Je voulais juste partir. J'allais faire venir mes affaires plus tard, mais il a dit, tu pourrais être payé pour partir, ai-je terminé pour elle. Elle hocha la tête, les yeux baissés, la honte inondant son visage. Je me suis tourné vers Travis, mon regard dur. 45 000 $. C'est un chiffre étrangement précis. Il haussa les épaules avec désinvolture. La moitié de ton salaire annuel, selon elle. Ça semblait juste. Juste, ai-je répété, goûtant le mot comme quelque chose de pourri. Travis n'a pas scié. Écoute, mec. Elle était déjà partie. Je l'ai juste aidé à rendre la transition rentable. Je l'ai étudiée. 25 ans, Une veste en cuir, le genre de sourire en coin qui devait fonctionner sur les femmes seules dans les bars sombres. Tout chez lui était calculé. Les cheveux en bataille, la barbe de 3 jours, les bottes éraflées censées avoir l'air vécu. Que fais-tu comme travail, Travis? Je suis entre 2 emplois en ce moment, dit-il trop suavement. Il est videur au Ronies, ajouta l'ourlet doucement. Et il fait d'autres choses. D'autres choses, ai-je répété, plissant les yeux.
Travis lui lança un regard perçant, assez pour la faire tressaillir. Aaron, debout à quelques mètres, leva les yeux de son téléphone. Trafic de pilules, dit-il. J'ai fait une vérification rapide de ses antécédents. Travis Rook. 3 arrestations, 2 condamnations pour possession avec intention de distribuer. Actuellement en probation. Je me suis tourné vers Lorelai. Le savais-tu? Elle secoua la tête, visiblement sidérée. Mais tu savais qu'il n'était pas un homme bien. Je pensais? Sa voix se brisa. Je pensais qu'il était différent. Différent de moi, tu veux dire? Elle ne répondit pas. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé les champs vides. Le crépuscule s'était installé comme un poids, et le silence ici était absolu. Nous étions à des kilomètres de tout, à des kilomètres de quiconque qui pourrait entendre ou se soucier de ce qui se passerait ensuite. Me retournant, j'ai dit, Aaron, coupe les serre-câbles. Il leva les yeux, fronçant les sourcils. Quoi? Les détacher, ai-je répété. Aaron hésita, puis sortit un couteau pliant de sa poche. En quelques gestes rapides, il trancha les entraves en plastique qui liaient Travis et Lorelai. Vous êtes tous les deux libres de partir, ai-je dit en reculant. Lorelai cligna des yeux, sidérée. Quoi? Vous êtes libre, ai-je répété. Partez. Allez commencer votre nouvelle vie. Elle se tourna vers Travis, qui se frottait déjà les poignets et se déplaçait vers la porte. Isaac, je. Commença Lorelai, sa voix tremblante. Tu as fait ton choix, ai-je dit d'une voix neutre. Tu l'as choisi lui plutôt que moi. Tu as choisi 45 000 $ plutôt que notre mariage. Tu as choisi de mentir, de tricher, de voler. Alors, va avec lui. Mais va-t'en. Travis n'attendit pas plus de discussion. Viens, Lorelai, murmura-t-il. Partons d'ici. Il se dirigea rapidement vers la porte, mais Lorelai hésita, son regard fixé sur le mien. Isaac, dit-elle doucement. Peut-on parler seul? Non. S'il te plaît, dit-elle, faisant un petit pas vers moi. Il y a des choses que tu ne comprends pas, je comprends tout ce que j'ai besoin de comprendre, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Travis lui a attrapé le bras. On s'en va maintenant. Ils ont marché jusqu'à la porte. Lorelai a jeté un dernier regard en arrière, son visage ruisselant de larmes et de maquillage. Je t'aimais, dit-elle. Non, ai-je répondu. Tu ne m'aimais pas, ils sont partis. Aaron et moi sommes restés dans la cuisine vide, écoutant les moteurs de voiture démarrer dehors. C'est tout, dit Aaron. Tu les laisses juste partir. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les photos que j'avais prises pendant que nous parlions. Des gros plans de Lorelai dans sa nouvelle robe, riant avec Travis. Des clichés nets de leurs deux visages. Des enregistrements audio de leur conversation sur le faux enlèvement. Ce n'est que le début, ai-je dit. Le retour en ville fut silencieux. Aaron continuait de me regarder comme s'il attendait que je m'effondre, que je me mette à pleurer, que je frappe quelque chose. Mais je me sentais étrangement calme, lucide d'une manière que je n'avais pas été depuis des mois. Qu'est-ce que tu vas faire, demanda-t-il finalement. M'assurer que tout le monde sache qui elle est vraiment. Cette nuit-là, je me suis assis devant notre ordinateur partagé et j'ai commencé à tout documenter méthodiquement. Capture d'écran des publications Instagram de Lorelai avec Travis, photos du casier judiciaire de Travis, qu'Aaron avait tiré de bases de données publiques, les faux messages de rançon, les photos et l'audio de la ferme. Puis j'ai commencé à passer des appels. Le premier fut à la sœur de Lorelai, Marissa. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Isaac, il est tard. Tout va bien? Lorelai a une liaison, ai-je dit sans préambule. Elle a mis en scène son propre enlèvement pour essayer de me voler de l'argent. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, avec prudence, Marissa demanda, de quoi parles-tu? Je lui ai tout raconté. La disparition soudaine de Lorelai, les publications Instagram cryptiques, les demandes de rançon, et finalement les avoir trouvées, elle et Travis, à la ferme. Pendant que nous parlions, je lui ai transféré les photos et les captures d'écran. Oh mon Dieu, chuchota-t-elle après un moment. Isaac, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée. Est-ce qu'elle semblait malheureuse quand tu lui as parlé récemment? Ai-je demandé. Elle se plaignait parfois de s'ennuyer. Elle disait que tu travaillais trop,
mais elle n'a jamais rien dit sur le fait de vouloir partir. Et rien sur Travis? Jamais, dit-elle fermement. Qui est-il? Un criminel, ai-je répondu. Trafiquant de pilules, videur au bar de Ronnie. Jésus-Christ, marmonna Marissa. Isaac, que puis-je faire? Rien, ai-je dit froidement. Je voulais juste que tu saches quel genre de personne est vraiment ta sœur. Le deuxième appel fut au travail de Loreley. Je suis tombé sur la messagerie de son superviseur et j'ai laissé un message détaillé décrivant la tentative de fraude. J'ai joint toutes les preuves pertinentes, fils de discussion, photos et l'audio qu'Aaron avait enregistré. Le troisième appel fut à mon avocat. Isaac, dit Mike Henderson, décrochant après quelques sonneries. Il est minuit passé. Quelle est l'urgence? Je dois demander le divorce immédiatement, lui ai-je dit. Et je dois engager des poursuites pour fraude. Mike avait géré nos testaments. L'achat de la maison. Il connaissait Loreley et moi en tant que couple. Ça allait frapper fort. Que s'est-il passé? Demanda-t-il, la voix soudain plus tranchante. Je lui ai donné la version condensée. La liaison, le faux enlèvement, la demande de rançon. Jésus, marmonna-t-il. Tu as des preuves, des photos, des SMS, des enregistrements audio, des témoins. Apporte tout à mon bureau dès lundi matin, dit Mike. Nous déposerons les papiers cet après-midi. Je veux aussi geler tous nos comptes joints. Je peux passer quelques appels et demander des ordonnances d'urgence. C'est de la fraude, Isaac. De la vraie fraude. Elle pourrait faire face à des accusations criminelles. J'y compte bien, ai-je dit. Après avoir raccroché, j'ai ouvert un nouveau courriel et j'ai commencé à taper. L'objet disait « La vérité sur Loreley Berman ». Je l'ai envoyé à tout le monde dans sa liste de contacts, ses collègues, ses amis d'université, sa famille élargie, son club de lecture, son professeur de yoga, tout le monde. Le courriel comprenait une chronologie complète des événements, ainsi que des photos et des captures d'écran sélectionnées. Rien d'explicite, rien qui ne franchissait les limites légales, juste les faits exposés clairement et objectivement. J'ai appuyé sur envoyer à 2h17 du matin. Au matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le premier appel venait de Marissa. Elle pleurait. Isaac, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer, dit-elle entre des respirations tremblantes. Tout le monde m'appelle pour me demander si c'est vrai. C'est vrai, ai-je dit d'une voix neutre. Certaines photos, d'où viennent-elles? Je les ai prises hier soir à la ferme où il se cachait. Tu les as suivies? Sa voix s'éleva, incrédule. J'ai sauvé ma femme de sa propre arnaque à l'enlèvement. Marissa est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, dans un murmure, elle a dit ce qu'elle a fait. Isaac, ce n'est pas elle. C'est exactement elle, ai-je répondu. Tu ne l'as juste jamais vue avant. Le deuxième appel venait de mon avocat. Le gel d'urgence est passé, dit Mike. Tous les comptes joints sont bloqués en attendant la procédure de divorce. De plus, j'ai été contacté par le bureau du procureur. Ils veulent te rencontrer au sujet d'éventuelles accusations criminelles. Bien, ai-je dit. Mike hésita. Isaac, es-tu sûr de ça? Une fois que nous aurons déposé ces accusations, il n'y aura plus de retour en arrière. Loreley pourrait faire face à une peine de prison sérieuse. Je suis sûr. Le troisième appel provenait d'un numéro inconnu. Isaac, dit l'appelant, c'est le détective Ward de la police de Fort Union. J'ai besoin de vous parler d'un rapport d'enlèvement qui a été déposé ce matin. Qui l'a déposé? Loreley Berman, dit-il. Elle affirme avoir été retenue contre son gré par son mari et un autre homme. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri, un rire fort et amer. Détective, ai-je dit, reprenant mon calme. J'ai des preuves que ma femme a mis en scène son propre enlèvement pour me voler de l'argent. Voudriez-vous les voir? Je pense que nous devons nous rencontrer en personne, a-t-il répondu. 1 heure plus tard, j'étais assis dans une petite salle d'interrogatoire au poste de police. En face de moi, était assis le détective Ward. Mike, maintenant pleinement informé, était assis à mes côtés. Je leur ai expliqué toute la chronologie. Le comportement de Loreley, la fausse rançon, notre découverte à la ferme. J'ai fourni des photos, des SMS, même des extraits audio qu'Aaron avait enregistrés. J'ai répondu à toutes les questions. C'est inhabituel,
dit le détective Ward, faisant défiler les preuves. L'histoire de votre femme est complètement différente. Quelle est son histoire, ai-je demandé. Elle dit que vous avez été violent pendant des mois, qu'elle avait peur de partir, alors elle a prévu de disparaître. Elle affirme que vous l'avez retrouvée et menacée, elle est son amie. Travis Rook n'est pas son ami, ai-je dit froidement. C'est son complice. Vérifiez son casier. Nous sommes au courant de l'historique de Monsieur Rook, a répondu Ward en prenant une note. Il est d'ailleurs recherché pour un mandat sans rapport. Nous l'avons interpellé ce matin. Où est Lorelai maintenant, ai-je demandé. Elle est en sécurité, dit le détective. C'est tout ce que je peux vous dire. Après l'entretien, Mike et moi sommes allés à son bureau pour finaliser le dépôt de divorce. Comment tu te sens, demanda-t-il tandis que nous trions les documents. Comme si je voyais clair pour la première fois depuis des années, ai-je dit. Des regrets. J'ai fait une pause, pensant à la vie que Lorelai et moi avions construite ou essayé de construire. Les promesses, les photos sur les murs, les matins tranquilles qui ressemblaient maintenant à des illusions. Non, ai-je dit finalement. Aucun regret. La paperasse a pris 3 heures. Nous avons déposé une requête en divorce citant l'infidélité et la fraude, une ordonnance restrictive pour l'empêcher d'accéder à tout bien commun, et une action civile pour recouvrer les dommages de la tentative de vol. C'est complet, dit Mike, examinant la pile finale de documents. Tu ne lui laisses pas beaucoup de marge de manœuvre. Bien. Elle voudra récupérer ses affaires de la maison. Elle peut envoyer quelqu'un, ai-je dit sans hésitation. Je ne veux plus la voir. Cet après-midi-là, je suis retourné au travail. Aaron m'attendait déjà à mon poste. Comment ça s'est passé, demanda-t-il. Divorce déposé, compte gelé, enquête criminelle ouverte. Et Lorelai a dit à la police que je l'avais enlevé. Aaron a fait un sifflement bas. C'est audacieux. Non, ai-je dit, c'est désespéré. Nous avons travaillé en silence pendant un moment, le genre qui ressemble à de la compréhension. Aaron avait traversé 2 divorces. Il connaissait le poids de se libérer de quelque chose qui vous étouffait lentement. Vers l'heure du déjeuner, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô, Isaac. C'est moi. La voix de Lorelai était petite, incertaine. Je ne suis pas censé t'appeler, mais j'ai besoin d'expliquer. J'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. J'ai laissé sonner, puis encore. Et encore. Au 5e appel, j'ai décroché. Arrête de m'appeler, ai-je dit. Isaac, s'il te plaît, écoute juste. Travis, il n'est pas celui que je pensais. Il m'a menacé. Il m'a fait accepter le truc de la rançon. J'avais peur. Tu avais peur quand tu riais avec lui à la ferme. Tu ne comprends pas, je comprends parfaitement, ai-je dit, la voix basse et ferme. Tu voulais sortir de notre mariage. Tu as trouvé quelqu'un qui rendait la vie plus excitante. Et quand ça n'a pas marché, tu as essayé de me voler pour financer ton évasion. Maintenant tu as des problèmes. Et tu veux de la sympathie. Ce n'est pas. Ne m'appelle plus, Lorelai, ai-je dit. Parle à ton avocat. J'ai raccroché et bloqué son numéro, mais elle a continué à essayer. Différents numéros, téléphones empruntés, messages vocaux d'amis et de membres de la famille me demandant de juste lui parler. Je les ai tous ignorés. Une semaine plus tard, Mike a appelé avec une mise à jour. Travis Rook a accepté un accord de plaidoyer, dit-il dès que j'ai décroché. Il a plaidé coupable de tentative d'extorsion en échange d'une réduction de peine sur son mandat d'arrêt pour pilule en suspens. Il a fait une déclaration complète impliquant Lorelai dans le plan d'enlèvement. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, le poids de tout cela s'installant lentement. Qu'est-ce que cela signifie pour elle? Accusation criminelle, a répondu Mike. Fraude, complot, tentative de vol. Elle risque une peine de prison potentielle. Bien, ai-je dit sans hésitation. Il y eut un silence sur la ligne avant que Mike ne continue. Son avocat nous a contactés. Ils veulent discuter d'un règlement. Lorelai est prête à renoncer à toute revendication sur les biens matrimoniaux en échange de l'abandon des poursuites pénales. Non, ai-je dit fermement. Tu es sûr, demanda-t-il. Ce serait une rupture nette. Pas de drame au tribunal, aucun risque qu'elle ne traîne ça en longueur. Je suis sûr, ai-je dit.
Je veux qu'elle fasse face aux conséquences de ce qu'elle a fait. Très bien, dit Mike. Je vais transmettre ça. Il hésita un instant, puis ajouta. De plus, j'ai reçu des appels de diverses personnes, des journalistes, des connaissances mutuelles, même quelques collègues avocats. Ils posent des questions sur les témoins de moralité. J'ai expiré lentement. Alors, la nouvelle se répand. Oui, ça se propage. Laisse faire, ai-je dit. Je ne me caque. Et de rien de tout ça. C'était un euphémisme. Le courriel que j'avais envoyé avait été partagé et transféré dans tous les cercles sociaux de l'Orelais. Ses comptes Instagram et Facebook avaient été inondés de commentaires et de questions. Elle avait finalement supprimé les deux. Son emploi à la banque l'avait mise en congé administratif, en attendant leur propre enquête sur ses problèmes de conduite personnelle. Son club de lecture lui avait demandé de ne pas revenir. Son studio de yoga avait annulé son abonnement après que d'autres membres se soient plaints de se sentir mal à l'aise en sa présence. Le journal local avait même repris l'histoire, publiant un petit article sur une femme locale accusée d'un faux enlèvement. La réputation de l'Orelais était en ruine, et je ne ressentais rien d'autre que de la satisfaction. 2 semaines après l'incident de la ferme, je faisais les courses quand je suis tombé sur Janet Morrison, l'une des collègues de l'Orelais à la banque. Isaac, dit-elle, s'arrêtant devant le rayon des fruits et légumes. Son expression était tendue de malaise. Je suis tellement désolé pour tout. Merci, ai-je répondu, gardant ma voix neutre. Nous n'avions aucune idée, continua Janet. L'Orelais semblait toujours si normal. J'ai haussé les épaules. Les gens cachent des choses. Elle baissa les yeux vers ses chaussures. Certains d'entre nous se sentent horriblement mal. Nous aurions dû voir les signes. Quels signes, ai-je demandé. Janet a déplacé son poids d'un pied à l'autre, visiblement incertaine de devoir en dire plus. Eh bien, elle agissait différemment ces derniers temps. Plus secrète. Toujours sur son téléphone. Elle prenait de longues pauses déjeuner et revenait l'air, je ne sais pas, coupable. Tu penses qu'elle rencontrait Travis pendant les heures de travail? Peut-être. Elle disait qu'elle posait aussi des questions étranges sur les politiques bancaires, comme combien de temps il faut pour tracer les virements électroniques ou quel type de documentation est nécessaire pour contester des frais. Elle cherchait comment me voler, ai-je dit plus à moi-même qu'à elle. Janet hocha la tête tristement. Le pire, c'est qu'elle n'arrêtait pas de parler de toi, disant que tu ne l'appréciais pas, que tu étais ennuyeux, qu'elle méritait plus d'excitation, mais ensuite elle se retournait et posait des questions sur ton emploi du temps, ton salaire, ton compte d'épargne. J'ai secoué la tête. Elle planifiait ça depuis des mois. Je pense que oui, dit Janet doucement. Isaac. Je suis vraiment désolé. Si nous avions su ce qu'elle planifiait. NG, ce n'est pas ta faute, lui avais-je dit. Mais en rentrant chez moi, la conversation me hantait. Je ne pouvais m'empêcher de penser à combien de personnes avaient pu voir les signes avant-coureurs. Des gens qui avaient entendu Laura se plaindre de notre mariage pendant qu'elle complotait secrètement pour le détruire. Combien de collègues, d'amis, même de membres de sa famille avaient fermé les yeux, soit par incrédulité, soit par malaise. Combien avaient connu la vérité ou du moins l'avaient pressentie, et l'avaient laissé se produire quand même? Cette nuit-là, mon téléphone sonna. C'était Marissa. Isaac, dit-elle sans préambule. J'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête. D'accord. C'est fini, demanda-t-elle. Ta vengeance, je veux dire, parce que ce qui arrive à Laura est... Ça la détruit. Tant mieux, dis-je sans la moindre once de sympathie. Elle est dans un foyer pour femmes, poursuivit Marissa. Elle ne trouve pas de travail. Les gens la reconnaissent grâce à l'article de journal. Elle ne peut même pas aller à l'épicerie sans être dévisagée. C'est malheureux. Isaac, c'est ma sœur, dit-elle, la voix tendue. Je sais que ce qu'elle a fait était mal, mais... Mais rien, l'interrompis-je. Elle a fait ses choix. Elle parle de quitter la ville, de recommencer ailleurs. Elle aurait dû y penser avant d'essayer de me voler. Tu as récupéré ton argent, fit remarquer Marissa. La banque la garde en congé payé pendant que tout cela se règle. Travis va en prison. N'est-ce pas suffisant? Je ne répondis pas tout de suite. Je pensais plutôt à l'Orelais qui riait à quelque chose sur son téléphone pendant que je me tenais au-dessus de la cuisinière, préparant le dîner pour nous deux, ignorant qu'elle envoyait des messages à un autre homme.
Je pensais à elle se préparant pour des happy hours au travail qui étaient en fait des rendez-vous. Je pensais à toutes les nuits que nous avions passées ensemble pendant qu'elle planifiait comment me trahir. Non, dis-je enfin. Ce n'est pas suffisant. Marissa resta silencieuse quelques secondes. Puis elle demanda doucement, « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Isaac ? Tu étais une personne si gentille. » « Je suis toujours gentil, » répondis-je. « Avec les gens qui le méritent. » « Elle mérite un peu de compassion, » insista-t-elle. « Elle a fait de. Est-ce erreur, mais. » « Elle n'a pas fait d'erreur, » dis-je fermement. « Elle a pris des décisions calculées de mentir, de tricher, de voler tous les jours pendant des mois. Ce n'est pas une erreur. C'est ce qu'elle est. » La voix de Marissa devint plus perçante. « Et alors ? Tu vas la punir pour toujours ? » « Je vais la laisser vivre avec les conséquences de ses actions, » dis-je. « C'est différent. » Après avoir raccroché, je réalisais que je le pensais vraiment. Je n'essayais plus activement de détruire Laurae. J'avais simplement fait en sorte que tout le monde connaisse la vérité sur qui elle était. Ce qui se passait ensuite dépendait d'eux. Et apparemment, la plupart des gens ne voulaient pas s'associer avec quelqu'un qui simulerait son propre enlèvement pour voler de l'argent. Le procès pénal était prévu 6 semaines plus tard. Mike me conseilla que l'avocat de Lorelai insistait fortement pour un accord de plaidoyer, mais le procureur était réticent à négocier. L'opinion publique compte, expliqua Mike. Cette affaire a beaucoup attiré l'attention. Le procureur ne veut pas passer pour laxiste face à la fraude. Quelle est la peine probable si elle est reconnue coupable ? 2 à 5 ans. Probablement assortie d'une peine avec sursis, de mise à l'épreuve et de travaux d'intérêt général pour une première infraction, mais elle aura un casier judiciaire pour crimes graves. Cela affectera-t-il sa capacité à travailler dans le secteur bancaire ? Elle ne travaillera plus jamais dans les services financiers. Cette pensée me procura une profonde satisfaction. Un mois avant le procès, je travaillais tard au dépôt quand Aaron s'approcha de mon poste. « Tu as une visiteuse, dit-il. »« Qui ? » ?»« Va voir par toi-même. » Je me dirigeai vers le bureau d'accueil et regardai par la fenêtre. Laurae se tenait près de l'entrée, vêtue d'un jean et d'un pull simple que je ne reconnaissais pas. Elle avait l'air mince, épuisée. Ses cheveux étaient plus courts, non coiffés, sans maquillage, juste une version d'elle que je n'avais jamais vue auparavant. « Je ne lui parle pas, » dis-je, me retournant vers Aaron. « Elle est là depuis 1 heure, » répondit-il, jetant un coup d'œil vers la fenêtre. « Elle a dit qu'elle attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait. »« Alors elle va attendre longtemps. » Mais Aaron ne détourna pas le regard. Il m'étudiait plutôt. « Quand l'as-tu vue pour la dernière fois ? » La ferme. C'était il y a 2 mois. Alors ? Demandai-je, croisant les bras. Alors, tu devrais peut-être entendre ce qu'elle a à dire, dit-il doucement. Pourquoi ? Parce que tu te poseras la question pour toujours si tu ne le fais pas. Je regardai de nouveau à travers la vitre. Laurae était assise sur un banc maintenant, la tête baissée, les mains jointes sur ses genoux. Tout dans sa posture rayonnait la défaite. 5 minutes, murmurai-je, et me dirigeai vers la porte. Elle leva les yeux quand je sortis. Sa voix était douce. « Isaac, tu as 5 minutes. » Laurae se leva lentement. « Je sais que tu ne veux pas me voir. Je sais que tu me détestes probablement, mais j'ai besoin de te dire quelque chose. Parle. » Travis témoigne contre moi au procès, dit-elle. Il ment sur certaines choses. Je veux dire, il fait en sorte que tout cela ait l'air d'être mon idée, comme si j'avais tout planifié. Je l'observais attentivement. La garde-robe de designer avait disparu. Le maquillage impeccable, le sourire parfait, disparu. Elle ressemblait à une personne maintenant, une personne brisée. Ce n'était pas ton idée ? Demandai-je. Une partie, admit-elle. Mais pas la rançon. C'était entièrement lui. Mais tu as accepté. Oui. Et tu m'as menti pendant des mois. Oui. Et tu avais prévu de me quitter de toute façon. Elle hocha la tête. Des larmes coulaient sur ses joues. Alors, sur quoi Travis ment-il exactement ? Il dit que je l'ai séduit. Que je l'ai approché la première. Que je l'ai convaincu de m'aider à te voler. Et ce n'est pas vrai. C'est vrai, murmura-t-elle. Mais ce n'est pas toute la vérité. J'attendis.
Isaac, j'étais malheureuse. Je me sentais invisible dans notre mariage. Tu travaillais tout le temps. Nous ne parlions jamais de choses importantes. Nous ne faisions jamais rien de spontané. J'avais l'impression de disparaître. Alors, tu as trompé. Alors, j'ai fait de mauvais choix, dit-elle. J'ai commencé à fréquenter des endroits où les hommes me remarquaient, où je pouvais me sentir à nouveau attirante, comme le Murphy's Bar. Elle hocha la tête. Oui. Et Travis m'a remarqué. Il était charmant et excitant. Il me faisait sentir spécial. Au début, ce n'était que du flirt, puis des SMS, puis des verres. Quand est-ce que c'est devenu une question d'argent? Demandai-je. Quand je lui ai dit que je voulais te quitter, mais que je n'en avais pas les moyens. Il a dit qu'il avait une idée, un moyen d'obtenir suffisamment d'argent pour recommencer. Le faux enlèvement. Laura baissa les yeux. Il a dit que ce serait facile. Je disparaîtrais pendant quelques jours. Il enverrait des messages. GES effrayant. Tu paierais la rançon. Nous la partagerions et quitterions la ville. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, dis-je. Non, dit-elle doucement. Quand tu es arrivé à la ferme, Travis s'est mis en colère. Il a dit que tu avais tout gâché. Il a commencé à parler de te faire vraiment du mal, de faire en sorte que ça ressemble à de la légitime défense. Un frisson me parcourut. Que veux-tu dire? Elle leva les yeux, le visage pâle. Il avait un outil, Isaac, caché dans la cuisine. Quand Aaron et toi nous avez laissés seuls pendant ces quelques minutes, il me l'a montré. Il a dit que si tu revenais, il allait te tirer dessus. Revendiquer que tu nous avais attaqués. Le vent devint plus coupant autour de nous. Pourquoi me dis-tu ça? Demandai-je. Parce que même si je t'ai trahi, même si je t'ai fait du mal, je ne t'ai jamais voulu mort, dit-elle. Et Travis, il l'aurait fait sans ciller. Je l'étudiais. Elle ne mentait pas. Je pouvais le voir dans ses yeux. La peur était réelle. C'est tout? Non. Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit appareil d'enregistrement. J'ai enregistré tout ce que Travis dit à propos de cette nuit, de ses vrais plans, de ses menaces. Je vais donner ça au procureur. Je fixai l'enregistreur dans sa main. Pourquoi? Parce que tu m'as sauvé la vie cette nuit-là, dit-elle. Que tu l'aies voulu ou non. Si tu n'étais pas arrivé à ce moment-là, si tu n'avais pas amené Aaron, Travis aurait pu aussi m'éliminer. Elle tendit l'appareil. Je ne demande pas pardon, Isaac. Elle continua, je sais que ce que j'ai fait ne peut être défait. Mais je ne veux pas que Travis s'en sorte en prétendant qu'il était un pauvre type manipulé par une femme intrigante. Il est dangereux. Vraiment dangereux. Je pris l'enregistreur. Tes 5 minutes sont écoulées, dis-je. Laura hocha la tête et se tourna vers la vieille Toyota garée le long du trottoir. Elle marchait lentement comme si son corps pesait plus qu'elle ne pouvait porter. Laura, l'appelai-je. Elle se retourna, les yeux rouges. Pourquoi n'as-tu pas simplement demandé le divorce? Sa voix était faible. Parce que j'étais une lâche, dit-elle. Je pensais qu'il serait plus facile de disparaître que d'affronter ce que j'avais fait à notre mariage. Et maintenant je sais qu'il n'y a pas de sortie facile des choix que l'on fait. Elle monta dans la voiture et s'éloigna. Je restai longtemps sur le parking, tenant l'enregistreur, pensant à ce qu'elle avait dit, à Travis ayant un outil, à son intention de m'éliminer. Le lendemain matin, j'apportai l'enregistrement au bureau du procureur. Cela change les choses, dit la procureure Sarah Chen après l'avoir écouté. Travis Rook planifiait des crimes bien plus graves que nous ne l'avions réalisés. Qu'est-ce que cela signifie pour l'affaire de Loreley? Cela signifie qu'elle est définitivement accusée, mais sa coopération pourrait entraîner une peine plus clémente. Cet enregistrement sera crucial pour poursuivre Rook pour complot en vue de commettre un homicide. Il allait vraiment m'éliminer. D'après cela, oui. Et votre femme aussi, finalement. Les hommes comme Rook ne laissent pas de témoins. Je sortis du bureau du procureur, me sentant étrangement vide. Apprendre que Laura avait potentiellement sauvé ma vie ne changeait pas ce qu'elle avait fait à notre mariage, mais cela compliquait mes sentiments concernant sa punition. Ce soir-là, Mike appela. L'avocat de Loreley a de nouveau pris contact. Il dit sans préambule, nouvelle offre sur la table. Elle plaidera coupable des accusations de fraude,
acceptera l'approbation et les travaux d'intérêt général, renoncera à toutes les réclamations sur les biens matrimoniaux, et acceptera de témoigner contre Travis en échange de l'abandon de votre procès civil. Je me penchai en arrière sur ma chaise, absorbant l'offre. Qu'en penses-tu? Mike n'hésita pas. Je pense que tu as déjà gagné, Isaac. Sa réputation est détruite. Sa carrière est finie. Elle va vivre avec un casier judiciaire pour crimes graves pour le reste de sa vie. Le procès civil à ce stade. Ce n'est qu'une question d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent, dis-je doucement. Alors, de quoi as-tu besoin, demanda-t-il. Je réfléchis à cette question pour le reste de la soirée. Le procès commença 3 semaines plus tard. Je témoignai le premier jour, exposant au jury la chronologie des événements. L'avocat de Loreley ne me contre-interrogea pas agressivement. Ils étaient clairement concentrés sur la minimisation de sa peine plutôt que sur la contestation des accusations. Le procès de Travis était prévu séparément, mais son avocat avait demandé à observer les délibérations de Loreley. Il s'assit au fond de la salle d'audience, prenant des notes et chuchotant à son client. Le deuxième jour, Loreley témoigna pour sa propre défense. Elle fut honnête au sujet de son aventure, honnête au sujet de son intention de me quitter, honnête au sujet de sa participation au plan de rançon, mais elle témoigna également des menaces croissantes de Travis et de son plan pour m'éliminer. Le procureur diffusa l'enregistrement qu'elle avait fait. La voix de Travis remplit la salle d'audience, décrivant en détail comment il m'aurait tiré dessus et aurait prétendu la légitime défense. Elle était utile pour l'argent, disait la voix de Travis. Mais après ça, elle aurait été un fardeau. Ils l'auraient tous les deux été. Plusieurs jurés semblaient visiblement choqués. L'avocat de Travis s'opposa à plusieurs reprises, mais l'enregistrement était clair et accablant. Le troisième jour, le jury délibéra pendant 4 heures avant de rendre un verdict de culpabilité pour toutes les accusations portées contre Loreley. Le juge fixa la prononciation de la peine à la semaine suivante. Devant le tribunal, les journalistes me demandèrent ce que je pensais du verdict. Justice a été rendue, dis-je. Avez-vous un commentaire sur le témoignage de votre femme concernant le complot d'homicide de Travis Rook? Mon ex-femme, corrigeai-je, et pas de commentaire. Êtes-vous satisfait du résultat? Je réfléchis à la question. Étais-je satisfait? Loreley aurait un casier judiciaire pour crimes graves. Elle avait perdu son emploi, sa réputation, son cercle social. Elle vivait dans un refuge, conduisait une voiture de 15 ans, et faisait face à des mois de travaux d'intérêt général. Travis faisait face à des accusations supplémentaires qui pourraient l'envoyer en prison pour des décennies. Notre mariage était terminé, dissous dans un scandale public spectaculaire qui nous suivrait tous les deux pendant des années. Oui, dis-je. Je suis satisfait. Mais en rentrant chez moi, je réalisai que ce n'était pas entièrement vrai. La satisfaction impliquait que mon désir de vengeance était complet. Mais ce que je ressentais en fait était plus proche du vide. La colère qui m'avait animé pendant des mois avait disparu, remplacée par un étrange sentiment d'anticlimax. J'avais gagné complètement et en profondeur. Mais gagner était différent de ce que j'avais imaginé. L'audience de prononciation de la peine eut lieu le mardi suivant. Loreley reçut 3 ans de probation, 500 heures de travaux d'intérêt général et des dommages et intérêts pour les frais juridiques. Le juge lui ordonna également de n'avoir aucun contact avec moi pendant la durée de sa probation. Travis reçut 15 ans de prison après avoir plaidé coupable de complot en vue de commettre un homicide, entre autres accusations. Après l'audience, je me dirigeai seul vers ma voiture. Le parking du tribunal était presque vide, juste quelques véhicules épars chauffés par le soleil de fin d'après-midi. Isaac. Je me retournai au son de mon nom. Loreley se tenait au bas des marches du tribunal, une petite valise à ses côtés. Je pensais que tu n'étais pas censé me contacter, dis-je, ma voix calme. Elle haussa légèrement les épaules. L'interdiction de contact ne commence que demain. Je ne répondis pas. J'attendis simplement. Je quitte la ville ce soir, dit-elle. Pour recommencer ailleurs. Bonne chance, elle hésita. Je voulais dire que je suis désolé pour tout cela. Je sais que cela ne change rien, mais je devais le dire. Je la regardai alors attentivement. Elle portait les mêmes vêtements simples que la nuit où elle était venue me voir au travail. Un jean, un haut simple, pas de bijoux, pas de maquillage. Elle paraissait plus jeune d'une certaine manière, plus proche de la femme que j'avais épousée 8 ans auparavant. Pourquoi, demandai-je,
les sourcils froncés. Pourquoi? Quoi? Pourquoi as-tu jeté tout ce que nous avions construit pour quelqu'un comme Travis? Elle resta silencieuse un long moment avant de répondre. Parce que j'ai oublié qui j'étais, dit-elle finalement. J'étais tellement concentré sur qui je pensais vouloir être que j'ai perdu de vue qui j'étais réellement. Et quand je m'en suis souvenu, c'était trop tard. J'acquiesçai lentement. Le regrettes-tu? Je regrette de t'avoir fait du mal, dit-elle. Je regrette le mensonge, le vol, l'humiliation publique, mais je ne regrette pas d'être parti. Notre mariage était déjà fini. Nous ne l'avions juste pas encore admis. Je ne discutais pas. Elle avait raison. Je le savais aussi, au fond de moi. Je n'avais juste pas voulu l'affronter. Ça va aller pour toi, demandai-je. Finalement, dit-elle. Puis, après une pause, et pour toi. Je pensais à rentrer chez moi dans notre maison calme et vide, à dormir seul, à cuisiner pour une personne, et au calme que j'avais fini par accepter. Je pensais à cette paix étrange et inattendue que j'avais ressentie depuis la fin du procès. Oui, dis-je. Je crois que oui. Laurae hocha la tête, puis se tourna et commença à marcher vers sa voiture. Laurae, l'appelai-je. Elle se retourna, son expression incertaine. Pour ce que ça vaut, dis-je. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Un petit sourire reconnaissant effleura ses lèvres. Merci. Elle monta dans sa voiture. Et s'éloigna. Je regardai jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au coin d'une rue. Puis je rentrai chez moi pour commencer le prochain chapitre de ma vie. 6 mois plus tard, je prenais un café avec Aaron quand mon téléphone vibra. Message d'un numéro inconnu. C'est Marissa. Laura voulait que tu saches qu'elle va bien. Elle est en Oregon, travaille comme serveuse et suit des cours au collège communautaire le soir. Elle voulait te remercier pour l'enregistrement qui a aidé à condamner Travis. Il vous aurait éliminé tous les deux. Je montrai le message à Aaron. Tu vas répondre, demanda-t-il. Non. Des regrets? Je pensais à la question qu'on m'avait posée une douzaine de fois au cours de la dernière année. Regrettais-je d'avoir exposé le relais complètement? Regrettais-je d'avoir détruit sa réputation, sa carrière, sa vie sociale? Regrettais-je d'être devenu le genre d'homme capable de démanteler méthodiquement l'existence d'une autre personne? Non, dis-je. Aucun regret. Aaron hocha la tête. Bien. Elle a fait son choix. Tu as juste veillé à ce qu'il y ait des conséquences. Ce soir-là, je supprimai le message de Marissa sans répondre. Puis je bloquai le numéro. Certaines histoires ne se terminent pas par le pardon ou la réconciliation. Certaines histoires se terminent par la justice, les conséquences et la froide satisfaction de savoir que les actions ont un sens. Certaines histoires se terminent par la réalisation que la loyauté et l'amour sont des ressources finies. Et quand quelqu'un les trahit complètement, il renonce à tout droit à la miséricorde. Lorelai avait voulu de l'excitation et de l'aventure. Elle avait voulu se sentir spéciale et désirée et libre des contraintes du mariage. Elle avait obtenu exactement ce qu'elle avait demandé. Et j'avais obtenu exactement ce pourquoi j'avais travaillé. Une vie libérée des mensonges, de la trahison et des gens qui voleraient ceux qui leur faisaient confiance. J'étais devenu quelqu'un de différent dans ce processus. Plus dur, plus froid, moins confiant, mais aussi plus honnête sur ce que j'accepterais ou n'accepterais pas des gens dans ma vie. Certains pourraient appeler cette transformation une tragédie. Moi, je l'appelais une évolution. La maison semblait différente maintenant, plus propre d'une certaine manière. Comme si retirer l'oreille avait aussi éliminé une contamination que je n'avais même pas remarquée pendant qu'elle était là. J'avais gardé la plupart de nos meubles, mais remplacé tout ce qui me rappelait trop fort d'elle. Nouvelle literie, nouveau canapé, nouvelle vaisselle. Les photos de mariage étaient allées dans une boîte au garage le jour de son départ. Je sortais occasionnellement, mais je me retrouvais avec peu de patience pour les jeux ou le drame. J'avais développé une capacité à repérer la tromperie qui rendait les relations occasionnelles difficiles. La plupart des femmes trouvaient ma franchise soit intimidante, soit rafraîchissante, avec peu de juste milieu. Au travail, j'avais acquis la réputation d'être quelqu'un à ne pas contrarier. Non pas parce que j'étais cruel ou vindicatif par nature, mais parce que les gens avaient entendu ce qui était arrivé à ceux qui avaient trahi ma confiance. Aaron, maintenant superviseur, venait souvent me demander mon avis sur les décisions de personnel. « Tu as de bons instincts avec les gens », dit-il un jour, tapotant une pile de CV.
J'ai appris à la dure, répondis-je. 1 an après le procès, je reçus un appel du détective Ward. Isaac, dit-il, je voulais juste te faire savoir que Travis Rook a été poignardé en prison la semaine dernière. Il est en vie, mais il va rester un moment à l'infirmerie. D'accord, dis-je d'un ton neutre. Je pensais que tu devrais le savoir au cas où quelqu'un te contacterait à ce sujet. Quelqu'un comme qui? Demandai-je. Sa famille a fait du bruit, dit Ward, prétendant que tu l'avais piégé d'une manière ou d'une autre. Que tu avais tout provoqué. C'est ridicule. Je sais, acquiesça-t-il. Juste pour te prévenir au cas où ils essaieraient de te contacter. Ils ne le firent jamais. 2 ans après que le divorce fut prononcé, je marchais dans le rayon des fruits et légumes du marché Greenway quand j'entendis une voix familière. Isaac. Janet Morrison sourit, sincèrement ravie de me voir. Comment vas-tu? Je vais bien, dis-je. Et toi? Bien, répondit-elle. J'ai entendu dire que tu voyais quelqu'un de nouveau. C'était le cas. Patricia, une infirmière à l'hôpital du comté, était intelligente, posée et allergique au drame. Nous étions ensemble depuis 6 mois. Où as-tu entendu ça? Demandai-je, curieux. Janet gloussa. Fort Union est une petite ville. Les gens parlent. Elle m'étudia un instant, puis dit, tu as bonne mine. Heureux? Je suis heureux. Je suis contente, dit-elle. Tu le mérites après tout ce que tu as traversé. Merci. Janet hésita, puis demanda, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Ne t'es-tu jamais demandé ce qui se serait passé? Si tu avais juste laissé tomber? Si tu avais accepté le divorce en silence et continué ta vie sans toute cette publicité? Je considérais sa question. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un me demandait quelque chose de ce genre. Non, dis-je. Je ne me pose pas cette question. Pourquoi pas, demanda-t-elle, inclinant la tête. Parce qu'alors Laura et s'en serait tirée, répondis-je. Elle m'aurait volé, menti à tout le monde sur la raison de la fin de notre mariage, et aurait commencé une nouvelle vie avec de l'argent qu'elle avait pris à quelqu'un qui lui faisait confiance. L'expression de Janet s'adoucit. Mais le prix à payer? Le prix en valait la peine, hocha-t-elle lentement la tête. Je suppose que je comprends cela. Vraiment, demandai-je. Oui, dit-elle doucement. Je crois que oui. Certaines choses sont trop importantes pour les laisser passer. Exactement. En rentrant chez moi, je pensais à la conversation. Janet avait posé une question juste. Et si j'avais juste accepté la trahison de Laura, l'avais divorcée en silence et avait continué ma vie? J'aurais été la partie lésée, la figure sympathique. Les gens m'auraient plaint. Lorelai aurait pu se sentir coupable de ce qu'elle avait fait, mais elle s'en serait aussi tirée. Elle aurait gardé son emploi, sa réputation, son cercle social. Elle aurait même pu obtenir une pension alimentaire dans le règlement du divorce. Et surtout, elle aurait appris que ses actions n'avaient pas de réelles conséquences, qu'elle pouvait trahir quelqu'un complètement et toujours retomber sur ses pieds. Cette leçon l'aurait mal servi dans de futures relations. En veillant à ce qu'elle fasse face à toutes les conséquences de ses choix, je lui avais rendu service d'une certaine manière. Je lui avais appris que les actions ont un sens, que la confiance, une fois brisée, ne pouvait pas être facilement réparée, et que certaines trahisons entraînaient des coups qui duraient des années. Qu'elle tire des leçons de ces enseignements, c'était à elle de voir. 3 ans après le début de tout cela, je fus promu technicien principal au dépôt. Le poste s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative, d'une plaque de titre et d'un petit bureau personnel. Le premier jour, Aaron passa me voir, un café à la main. Félicitations, dit-il, s'installant sur la chaise en face de mon bureau. Merci, répondis-je, m'adossant légèrement. Ça fait du bien. Tu as fait du chemin, dit-il avec un sourire. Nous deux. Aaron s'était remarié l'année précédente. Sa femme travaillait au service comptabilité du dépôt. D'après tout ce que j'avais vu, ils étaient vraiment heureux ensemble, à l'aise d'une manière qui paraissait facile. Je peux te demander quelque chose, dit-il, me regardant attentivement. Toujours. Tu regrettes d'être marié? Je réfléchis un instant. Je regrette d'être marié à quelqu'un à qui je pouvais faire confiance, il haussa un sourcil. Ce n'est pas la même chose. Non, acquiesçai-je.
Ce n'est pas la même chose. Aaron jeta un coup d'œil à la photo sur mon bureau. Patricia et moi à un festival d'automne. Bras autour l'un de l'autre, riant tous les deux. Patricia a l'air sympa, dit-il. Elle est sympa. Un bon parti. Je souris. Peut-être. Elle n'est pas comme Laura est. Loin de là, dis-je. Patricia est honnête. Elle est directe. Pas de jeu, pas de drame. Elle dit ce qu'elle pense et pense ce qu'elle dit. Aaron hocha la tête pensivement. Tu fais les choses différemment cette fois. Je ferai plus attention, dis-je. À quoi? À savoir si la personne avec qui je suis est réellement la personne qu'elle prétend être. C'est probablement intelligent, dit-il en se levant. Encore une fois, félicitations. Tu l'as mérité. Ce soir-là, je dînais avec Patricia dans son appartement. Elle cuisinait bien mieux que je ne le ferais jamais et prenait un réel plaisir à nourrir les gens. Le genre de personne qui faisait qu'un repas ressemblait plus à une invitation qu'à une tâche. Alors que nous étions assis à la petite table de cuisine, elle me tendit une assiette. « Comment s'est passé ton premier jour en tant que technicien principal » demanda-t-elle. « Bien, dis-je. »« Différent » elle inclina la tête. « Différent comment ?»« Plus de responsabilités, plus de décisions à prendre. » Patricia étudia mon visage. Elle avait une façon calme et intuitive de lire les gens. Comme Aaron, mais plus chaleureuse. « Es-tu inquiet pour quelque chose » demanda-t-elle. « Devrais-je l'être ?» Elle ne cligna pas des yeux. « Je ne sais pas, dis-moi. » C'était l'une des choses que j'aimais le plus chez elle. Pas d'arrière-pensée. Si elle voulait savoir quelque chose, elle demandait. « Je pensais à mon ex-femme aujourd'hui, dis-je. » Patricia ne broncha pas. « D'accord. À ce qui se serait passé si j'avais géré les choses différemment. » Des regrets, demanda-t-elle. Non, mais je me demande parfois si je suis allé trop loin, elle resta silencieuse un instant. Qu'a-t-elle fait déjà? Juste les bases. Elle a eu une liaison. Prévoyait de me quitter. A simulé son propre enlèvement pour me voler de l'argent. Puis a menti à la police. A essayé de me faire arrêter. Patricia me regarda fixement. Et qu'as-tu fait? Je l'ai exposé, j'ai veillé à ce que tout le monde connaisse la vérité. Et le résultat? Elle a perdu son emploi, sa réputation. La plupart de ses amis ont dû quitter la ville. Patricia hocha lentement la tête, assimilant. Et tu penses que c'était trop dur? Certaines personnes le pensent, dis-je. Qu'en penses-tu? J'hésitais. Je pense qu'elle a eu exactement ce qu'elle méritait. Alors pourquoi le remets-tu en question, demanda-t-elle. Je me penchai légèrement en arrière, réfléchissant. Parce que je n'ai jamais été aussi impitoyable auparavant. Cela m'a changé. En quoi? En quelqu'un qui ne pardonne pas facilement, dis-je. Quelqu'un qui croit aux conséquences. Patricia tendit la main sur la table et prit la mienne. Isaac, dit-elle doucement. Ton ex-femme n'a pas seulement triché ou est partie. Elle a essayé de te ruiner. Elle a menti à la police pour essayer de te faire jeter en prison. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma de cruauté calculé. Je sais, dis-je doucement. Et tu ne l'as pas blessée. Tu n'as pas menti à son sujet. Tu n'as enfreint aucune loi. Tu as juste veillé à ce que la vérité éclate. La vérité a détruit sa vie. Non. Patricia dit que ses choix ont détruit sa vie. Tu as juste veillé à ce que ses choix aient des conséquences. Elle serra ma main. Le monde a besoin de plus de gens comme toi, Isaac. Des gens qui ne laissent pas la cruauté passer simplement parce que c'est plus facile. Je la regardai dans les yeux. Tu le crois vraiment? Je le crois vraiment, dit-elle. Et je suis fier de toi. Cette nuit-là, allongé dans le lit de Patricia, je pensais à l'homme que j'avais été 3 ans auparavant. Confiant, loyal, prêt à passer outre les petites trahisons au nom de la paix. Cet homme aurait été détruit par ce que Lorelai avait fait. Il se serait blâmé, se serait demandé ce qu'il aurait pu faire différemment. Aurait probablement fini par payer la rançon et perdre sa femme de toute façon. L'homme que j'étais devenu avait clairement vu la trahison, réagi stratégiquement et veillé à ce que justice soit rendue. Je préférais l'homme que j'étais devenu. 4 ans après le procès, j'épousai Patricia lors d'une petite cérémonie au tribunal.
Aaron était mon témoin. La sœur de Patricia était sa demoiselle d'honneur. Pas de grande réception, pas de lune de miel, pas de drame, juste deux personnes qui s'étaient choisies les yeux ouverts et avec des intentions honnêtes. La nuit de nos noces, Patricia me posa la question à laquelle je m'attendais. « Penses-tu que tu auras de ces nouvelles un jour ?» L'aurais ? Non. Comment peux-tu en être sûr ? Parce qu'elle est assez intelligente pour savoir que ce chapitre de sa vie est clos. Et si elle te contactait, je lui dirais la même chose que la dernière fois que nous avons parlé. Bonne chance pour ta nouvelle vie. Rien de plus ? Rien de plus. Patricia hocha la tête, satisfaite. Et toi ? Demandai-je. Des ex-maris que je devrais connaître ? Il m'a trompé avec ma meilleure amie. Que as-tu fait ? Je l'ai divorcé et les ai complètement exclus tous les deux de ma vie. C'est tout. C'est tout. Certaines personnes ne valent pas l'énergie qu'il faut pour les détruire. J'y pensais. L'approche de Patricia était plus propre, plus simple. Mais son ex-mari n'avait pas essayé de la voler ou de la faire accuser d'enlèvement. Des situations différentes appellent des réponses différentes, dis-je. D'accord. 5 ans après le début de tout, je travaillais tard quand Aaron frappa à la porte de mon bureau. « Tu voudrais peut-être voir ça » dit-il, en levant son téléphone. C'était un article de journal de Portland. Le titre disait « Une femme locale diplômée summa cum laude du collège communautaire ». La photo qui l'accompagnait montrait Laura en toge et toque, souriant à la caméra. Elle semblait plus âgée, plus mûre. La légende l'identifiait comme Laura Williams, notant qu'elle avait obtenu un diplôme en travail social et prévoyait de travailler avec des survivantes de violences domestiques. Williams, dis-je, elle a changé de nom. Bon coup. Je lus l'article. Il mentionnait que le relais avait surmonté des défis personnels pour obtenir son diplôme tout en travaillant à temps plein. Aucune mention de son casier judiciaire ou des circonstances qui l'avaient amené en Oregon. « Qu'en penses-tu » demanda Aaron. « Rien. Rien. » Elle a tourné la page. J'ai tourné la page. Ce qu'elle fait de sa vie maintenant n'a rien à voir avec moi. Aaron hocha la tête. C'est probablement sain. Probablement. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, je me surpris à penser à l'article, à Laura et travaillant avec des survivantes de violences domestiques, à savoir si elle leur avait parlé de son propre passé, de Travis et de ses plans pour nous éliminer tous les deux. Peut-être que son expérience lui avait appris quelque chose de précieux sur la reconnaissance des hommes dangereux. Peut-être qu'elle utilisait ce qu'elle avait appris pour aider d'autres femmes à éviter des situations similaires. Ou peut-être cherchait-elle simplement une carrière qui ferait que les gens la verraient comme une personne compatissante plutôt qu'une criminelle. Je ne saurais jamais ce qu'il en était, et je réalisais que je m'en fichais. La Laura de cette photo m'était étrangère. Quelle que soit la personne qu'elle était devenue au cours des 5 dernières années, cela n'avait rien à voir avec la femme qui avait trahi notre mariage et essayé de me voler. Cette femme avait fait face à ses conséquences et tiré ses leçons. Ce qu'elle faisait de ces leçons était son affaire. Quand je rentrai à la maison, Patricia lisait au lit. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle. « Bien. » Aaron m'a montré quelque chose d'intéressant. Je lui racontai l'article. Patricia écouta sans commentaire. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle quand j'eus fini. Indifférent. Vraiment ? Vraiment. Cela fait 5 ans. Elle n'est plus mon problème. Patricia sourit. Bien. Pourquoi bien ? Parce que ça veut dire que tu as vraiment tourné la page. De tout. Elle avait raison. J'avais tourné la page. La trahison de Lorelai m'avait appris de précieuses leçons sur la confiance, les conséquences et l'importance de voir les gens clairement plutôt que comme je voulais qu'ils soient. Sa punition m'avait appris que la justice était possible, même dans des situations où le système n'était pas conçu pour la fournir. Et son absence m'avait appris ce qu'était la vraie paix. J'étais sorti des décombres de mon premier mariage plus fort, plus sage et plus honnête sur ce que j'accepterais ou n'accepterais pas des gens dans ma vie. Certains pourraient appeler cette transformation une tragédie. Moi, je l'appelais une croissance. Le lendemain matin, je supprimai l'article de mon téléphone et ne pensai plus jamais à Laura. 6 mois plus tard, Patricia et moi achetâmes une maison ensemble. Non pas la maison que j'avais partagée avec Laura, mais une nouvelle, choisie par nous deux, remplie de meubles et de souvenirs qui appartenaient à notre vie commune. Le jour de notre emménagement,
Aaron et sa femme nous aidèrent à transporter les cartons. Nouveau départ, dit Aaron alors que nous finissions de décharger le camion. Nouveau départ, acquiesçai-je. Ce soir-là, Patricia et moi nous assîmes sur notre nouvelle véranda, buvant de la bière et regardant le coucher de soleil. Heureux, demanda-t-elle. Très. Des regrets. Je pensais à la question qui m'avait été posée des dizaines de fois au fil des ans. Regrettais-je la façon dont j'avais géré la trahison de Lorelai? Regrettais-je la rigueur de ma réaction? Regrettais-je d'être devenu le genre d'homme capable de détruire systématiquement quelqu'un qui lui avait fait du tort? Non, dis-je. Aucun regret. Patricia hocha la tête et me prit la main. Bien, dit-elle. Certaines choses valent la peine d'être défendues. Comme quoi? Comme la vérité? Comme la justice? Comme s'assurer que les gens assument les conséquences de leurs choix. Elle avait raison. Certaines choses valaient la peine d'être défendues, et certaines personnes valaient la peine de devenir le genre de personnes qui se battraient pour elles. Alors que le soleil se couchait sur notre nouvelle vie ensemble, je ressentis quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, une satisfaction complète quant au choix que j'avais fait et à l'homme que j'étais devenu. Lorelai avait voulu de l'excitation et de l'aventure. Elle les avait eus. J'avais voulu la justice et la paix. Je les avais eus aussi. Nous avions tous deux obtenu exactement ce pourquoi nous avions travaillé.